Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est avec un joueur au parcours riche entre talent pur et résilience. Pourquoi vous vous plaignez alors que vous gagnez beaucoup d'argent? Il faut savoir que ce n'est pas l'argent qui nous a amené là maintenant. J'avais pas de vie sociale. C'est-à-dire que mes amis que j'ai aujourd'hui sont mes amis du foot que j'ai connus au foot. Quand le médecin m'a dit que je risquais de perdre l'usage de ma jambe, là j'ai arrêté. J'ai aussi arrêté parce que, comme tu as dit, ma femme m'a toujours soutenu. Mais au moment où je rechute pour mon dos, quand je lui envoie un message pour lui dire j'ai rechuté et que je lui dis j'arrête, pour la première fois, au lieu de me dire t'es sûr, tu vas pas continuer là, elle me dit il est temps, tu vois. On dit comment tu vas? Salut, ça va, merci et toi? Ça va, merci. Du coup, on va faire un peu ton parcours dans les grandes lignes. Je sais que j'ai regardé tes anciennes interviews. Franchement, moi j'ai apprécié ton parcours sur le début jusqu'à aujourd'hui, comment tu as su rebondir malgré ce que tu as vécu. Et pour moi, sache que pour moi, tu es une inspiration et un exemple pour tous les jeunes joueurs qui rêvent de devenir footballeur professionnel. Merci. Et même ceux qui commencent dans ce domaine-là. Non, c'est cool, merci en tout cas pour l'invitation. Un grand plaisir d'être avec vous, les gars. Je sais qu'on allait revenir un peu sur ton parcours. Il était comment le jeune Andy? Le jeune Andy, un peu. Tu parles de foot ou l'être humain en général? L'être humain. Très turbulent. Jusqu'à mes 10 ans, très turbulent. Je me battais souvent avec mes frères. J'étais très mauvais perdant, surtout à cause de ça. Parce que moi, je jouais au football, je commençais à jouer au football à 3 ans avec eux. J'ai 6 frères et sœurs et j'ai 2 grands frères. Un qui a 4 ans en plus, un qui a 7 ans en plus. Et du coup, on a la basilique ici à côté. Et quand je perdais, je pleurais. Donc à 23 ans, on ne pouvait pas quitter le terrain si je perdais. Et donc je me battais souvent avec eux. Et puis à l'école, très tôt, première primaire, je jouais déjà avec les plus grands. Et j'étais très turbulent, première bagarre à l'école, premier jour. Donc, mais je me suis calmé avec les gifles du père. Tout se passait par là. Mais très turbulent. Et puis, dès que je suis rentré dans le monde élite, FC de Bruxelles, puis Anderlecht, je me suis calmé avec l'éducation et la discipline qu'on nous a inculqué directement. Donc, j'étais comme ça. Tu m'as dit que tu as commencé donc, au parc à jouer. Ouais. C'est là-bas que tu as vraiment beaucoup appris. Ouais. Ouais, clairement, en fait, tu apprends à pas avoir peur en fait, de l'adversité, parce que moi j'ai joué avec mes grands cousins, avec mes grands frères, je jouais avec leurs amis à l'école aussi sur le béton dans la cour. En deuxième primaire, j'étais le seul qui pouvait jouer avec les 4e primaires pour jouer contre les 6e justement. Et j'étais tout petit, moi quand j'étais plus petit. J'étais 3 ans déjà, tu étais dehors. Ouais, 3 ans j'étais dehors, donc voilà, j'étais vraiment toute petite taille, etc. Mais j'avais pas peur, j'étais assez costaud déjà pour mon âge. Et ça qui m'a permis en fait d'être tout simplement de pas avoir peur en fait de l'adversité, de comprendre qu'ils ont 2 jambes, 2 bras et que finalement quand tu arrives dans un environnement, il faut juste faire ce que c'est. Après au parc, il faut prouver. Au parc, si tu ne sais même pas de ses jouets, crois-moi que tu vas plus rentrer sur le terrain. Je sais pas si c'était comme ça avant. Ouais, bien sûr, parc éléphant, parc truc, basilique, il faut prouver. Il faut pas ça. Après, parc éléphant, j'ai un peu moins fait. Moi, je t'avoue, à Gora, j'étais très vite dans les entraînements élite, donc j'étais tous les jours. J'ai eu moins de temps parce que au final, le week-end, tu joues. Mais à Basilique, avec mes frères, avec leurs amis et tout, moi, c'était mon terrain de jeu. Il fallait pas perdre parce que j'étais perdu là, que c'est chez nous. Et c'est à quel âge que tu t'es dit que tu veux devenir professionnel ou quand tu es jeune, tu prends plus plaisir que de penser vraiment à ce monde pro? Non, je prenais beaucoup de plaisir, mais j'avais déjà une idée en tête. J'ai pris une photo en 6e primaire. Mon prof, on devait tous prendre une photo de nous et on devait écrire sur la photo ce qu'on voulait faire plus tard. Et ça, c'est en 6e primaire et j'avais mis je vais être une star du foot. Donc c'est très tôt déjà, j'avais 10-11 ans à ce moment-là, j'étais au Bruxelles et je savais déjà, c'était ma passion. T'es frais t'as mis dans le bain, donc directement. Moi, j'ai des souvenirs de la Coupe du Monde 2002 où j'avais 6 ans et mes frères ils sont en train de regarder, on ne peut pas les déranger. Et quand le Brésil marque, ils crient, etc. Et voilà, donc j'étais dans le foot directement. C'était pas comme c'était plus le Brésil qui dominait un peu le football à ce moment-là. T'avais un joueur favori que tu imitais quand t'allais au parc ou en vérité, R9. C'était, moi, influencé par mes frères, tu vois. Mais c'était R9, donc naturellement, si tu n'aimes pas R9, il te regarde mal. Donc... Moi, je ne l'ai pas connu. Après, j'ai vu des vidéos, il prend la balle au milieu, il commence à prendre tout le monde. C'est vrai, mais moi, j'ai même pas connu son prime. J'ai vu R9 pour la première fois à la télé, c'est en
2008, mais j'avais que 2 ans, donc je ne sais même pas si je m'en souviens. Ensuite, dans les années 2002, j'avais 6 ans. Là, je m'en souviens un peu. Mais après ça, voilà, c'était plus son prime. Mais non, ce qu'on voyait, c'était trop. Même quand on regarde des vidéos aujourd'hui, c'était beaucoup trop. Et encore, moi, quand j'ai vu en 2002, c'était même plus encore le R9 du Barça ou de l'Inter. Tu vois, c'était Real qui a été blessé. Mais un peu Real. Il est venu au Real 2002-2003, si je me souviens bien. Ouais, c'était trop. C'était trop. Et donc, R9, c'était mon joueur. Après, j'avais un joueur favori, tu vas rigoler, Rui Costa. L'AC Milan, t'as pas connu, c'est un numéro 10 comme ça. Et en fait, c'est à cause de lui que j'ai commencé à jouer avec les chaussettes blessées. Ah ouais. C'est lui qui jouait avec les chaussettes blessées. Il a lancé la mode. Ouais, il jouait avec les chaussettes blessées avec Totti. Et moi, Rui Costa, je l'aimais trop à l'AC Milan. Parce qu'on jouait à la Play sur APS à l'époque. Et je connais l'AC Milan et Rui Costa. C'est comme ça que je sais. Parce qu'aujourd'hui, c'est toujours lui ton joueur. Il a arrêté depuis longtemps, donc c'était lui. Et puis après, j'ai eu Eden Hazard. Ça, c'était. Je pense dans mon cœur, c'est peut-être le numéro 1. Ouais, Eden Hazard beaucoup. Et Marcelo. Marcelo aussi. Ah ouais, donc les profils défensifs aussi, ça t'intéresse déjà? Ouais, Marcelo, c'est c'est vrai que lui, il a été plus. En fait, c'est pour ça. En fait, j'aimais son authenticité dans son jeu. Tu vois, il est pas trop aux yeux. Ouais, il était technique. Je sais pas si on va revoir ça, mais quelqu'un si décontracté dans sa zone de terrain, pour moi, c'était incroyable. Et puis, j'avoue qu'en Anderlecht, on m'a vite appelé Marcelo à l'époque, parce que j'ai été formé en ailier, mais aussi en terrain gauche. Donc, ouais, je me suis beaucoup attaché. Là, tu me parles d'Anderlecht, donc j'ai vu aussi, tu as connu le très haut niveau rapidement. Ouais. Quand tu arrives à Anderlecht, tu es le plus fort du groupe ou tu as du mal un peu à t'intégrer quand tu rentres dans le monde élite? Vu que tu n'as pas commencé là, tu viens de Saint-Michel. J'ai fait Saint-Michel, Bruxelles, et puis ouais, exactement. Quand tu arrives là, est-ce que tu sens la pression ou toi vraiment tu dis juste je joue au football? Non, première saison c'est dur la pression. Ouais, c'est dur. Première saison U13 à 12 ans, fin de saison U12. J'arrive là-bas, donc je fais les tournois avec eux, en fait comme la période de maintenant, c'est la même période, donc on termine en mai, je fais le premier tournoi avec eux, mais je sens que c'est différent, tu vois. Je sens il y avait déjà ce passage-là en U12, moitié de saison, passant en 11 contre 11. On jouait déjà en 11 contre 11 depuis U12, depuis le début de saison, c'est 11 ans, 11 contre 11. U11 encore 8 contre 8, et puis U12 directement 11 contre 11, il n'y avait pas de passage, mais on ne faisait pas d'adaptation l'année d'avant. Donc tu U11, U8, 8 contre 8, U12, tu passes en 11 contre 11 et on t'apprend pendant l'été à jouer en 11 contre 11. Aujourd'hui c'est différent. Ouais, novembre, décembre, là tu commences. Tu passes à le passage, l'adaptation et tout. Non, toi je venais même pas du monde élite, on venait directement. Ouais, y a pas de. Après Bruxelles c'était élite à ce moment-là. C'est division, tu vois, c'était REDM, Bruxelles, c'est Bruxelles. Donc ça va, on est champion cette année-là avec U12. Et on bat Anderlecht, donc 3-0, et le lendemain je m'entraîne avec eux. Donc je pars le lendemain, je m'entraîne avec eux. Est-ce que je marque dans ce match? Je sais que je fais 2 assists, est-ce que je marque? Je crois que je marque dans ce match. Je suis plus sûr. À ce moment-là, ouais, non, vraiment, c'était. Donc en fait, j'allais en Anderlecht parce que j'étais capitaine de l'équipe U12 et puis j'étais un des meilleurs dans l'équipe. Si pas le meilleur, avec la modestie, tu vois. Mais... Et donc j'arrive là-bas, mais c'est totalement différent. Anderlecht, totalement différent. La pression qu'ils mettent aux jeunes pour comment dire, le sens de la victoire, la rage de vaincre, c'était différent. J'arrive là-bas, premier tournoi, on va en Hollande, dans le bus, on nous fait regarder Coach Carter. Tu vois, donc t'as 12 ans, tu regardes Coach Carter, on te dit c'est comme ça qu'il faut gagner. Le coach il te dit si on n'est pas là pour former, on est là pour gagner les tournois. Ouais, c'était comme ça. Moi j'avais pas connu les environnements où t'arrives sur le terrain et tu peux pas toucher un ballon avant l'entraînement. T'as 11 ans à ce moment-là. J'ai 11 ans, tu vois. Ouais, j'ai 11 ans. Et donc pour répondre à ta question, ma première saison très difficile. U13, très difficile. Les 6 premiers mois, je joue beaucoup à ESL. Tu vois, à l'époque, on avait des ailes. Ouais, je joue beaucoup à ESL. Les 6 premiers mois, beaucoup. Énormément même. Je pense que c'était la majeure partie de la saison ESL. Deuxième partie de saison, un peu moins. Je commence à me révéler un petit peu. Puis je termine la saison vraiment en trompe. Mais malgré ça, mon père me dit est-ce que tu veux rester, est-ce que tu veux repartir au Bruxelles? Et je dis non, je veux rester. Allez, je m'étais déjà fait des amis, etc. Et la saison d'après, avec le coach que j'ai eu, il m'a mis en confiance. C'est là que je me suis vraiment révélé comme le meilleur dans l'équipe. Le meilleur, ça a toujours été Moussenda. Le numéro 1, c'est toujours lui. Depuis que j'étais avec lui en dessous, mais d'autres très bons joueurs aussi. Au Bruxelles, tu m'as dit que tu étais capitaine, c'est ça? Au Bruxelles, j'étais capitaine. Mais comment tu mentalement arrives à supporter ça? Parce que quand tu passes en Anderlecht, tu me dis là c'est très difficile. Et alors que tu étais capitaine à ton ancienne équipe, comment mentalement tu arrives à gérer ça très jeune en plus?
Le fait d'avoir été capitaine et puis d'arriver, d'être relégué un petit peu. D'être avec le SR, les matchs aussi, tu dis la rentrée en 11 contre 11. Ouais. Je suppose que c'est beaucoup d'un coup. Ouais, c'est beaucoup. Donc, est-ce que tu as le soutien de la famille, des amis même, ou c'est toi tout seul, tu t'encourages, tu te motives? Non, je tombe sur un vrai groupe, des joueurs on avait 11-12 ans, mais en fait, comme on habitait dans la même ville, nos parents se connaissaient déjà, etc. Donc ça a aidé. Et en fait, des joueurs qui m'ont accueilli directement, qui m'ont mis à l'aise, honnêtement, qui m'ont jamais vraiment jugé. Aujourd'hui, il y en a un autre qui est le parrain de mon fils, carrément, Scott. Donc, ça, c'est des gens qui m'ont accompagné avec Luxembourg, on avait vraiment une équipe, et eux m'ont tellement mis à l'aise qu'au final, dans cette pression-là, je me suis adapté. Et puis mon père aussi, mon père, ma famille qui ne m'ont jamais mis de pression. Mon père m'a même demandé est-ce que tu veux retourner, on retourne, il n'y a pas de. Il n'était pas genre tu vas jouer, tu vas rester en dernier. Non, mon père, il ne m'a jamais demandé après un match pourquoi tu as mal joué, par exemple. Tu vois, il m'a jamais dit, il m'a toujours dit que j'ai bien joué, il m'a jamais demandé pourquoi j'avais mal joué. Tu vois, et donc je faisais ma propre autocritique. On avait juste un accord, pour chaque but, il m'offrait des chips, ces trucs, tu vois. Mais c'est tout, pour motiver un peu. Mais quand je marquais pas, il m'offrait quand même. En vrai, donc tu vois, c'est pas un problème. Et donc, non, j'ai jamais eu cette pression-là. Et c'est ça qui m'a aidé en fait. C'est que je le faisais pour moi. Et que quand je prends la décision de rester en Anderlecht, c'est parce que moi je le voulais, parce que je me sentais bien. Et parce que j'avais aussi ce côté un peu déjà revanchard où pour moi, je ne pouvais pas abandonner en fait. Depuis que je suis petit, je suis comme ça. Ouais, j'ai toujours été comme ça en fait. Je n'abandonne pas, PlayStation, peu importe. Je dois prouver que je mérite d'être là. Et puis, je savais que je pouvais le faire. J'avais juste deux soucis. C'est que Bruxelles, première moitié de saison, j'ai eu Osgood pendant 6 mois. Quand je reviens, je joue 6 mois, enfin 4 mois, mais voilà, c'était pas. Je jouais bien, mais pas à mon meilleur niveau non plus. Et quand j'arrive en Anderlecht, la première saison, j'ai inflammation du talon. Et donc en fait, je jouais un peu avec la douleur, puis j'ai arrêté de jouer. Et donc ça aussi, ça m'a. Moi, je savais aussi que c'était pour ça. Et donc au final, je me suis dit non, je vais me laisser une saison en plus et je sais que ça allait aller. Et puis au final, j'arrive et ça c'est très bien. La saison là, très bien. Je joue tous les matchs. U14, c'est là U14, U15, U15 surclassé U16, et puis U16, U17, U17 surclassé U19, puis 15 ans U21, puis voilà quoi. Moi, je pense pas que, tu vois tout ce que tu m'as dit là, que les jeunes d'aujourd'hui, ils auraient tenu comme ça, surtout à cet âge-là. Surtout que toi, tu as eu la chance, moi je pense que vraiment c'est un cadeau, d'avoir un parent qui ne met pas cette pression-là dans le monde du foot. Parce que de nos jours, moi je suis coach et ce que je vois, beaucoup de parents mettent de la pression aux enfants. Le parent, il a plus envie que l'enfant joue au foot, que c'est l'enfant qui dit papa, viens, on va jouer, viens, on va dehors, on toucher le ballon, tu vois. Et sauf c'est dommage que de mettre vraiment très jeune, ça se passe déjà très jeune, si je pense que toi, tu as des enfants, souvent tu as déjà vu des parents, c'est comme ça. Très jeunes, des parents qui mettent vraiment énormément de pression aux enfants, l'enfant même quand il joue, et les enfants, tu vois, ils marquent, ils jouent, ils font une bonne action, ils marquent, pas d'émotion. L'enfant, il ne pas voir la moment. Exactement, c'est ça. Ce truc-là, surtout quand il rate quelque chose, ce petit coup d'œil, est-ce qu'il a vu, est-ce qu'il a pas vu, jugé, est-ce qu'il est déçu. C'est vrai. Moi, je travaille à Lyon, tu vois, donc je vois tous les jours ça. Les parents U11, U12, U10, U9, même U13, U14, ça va jusqu'à U18, parfois, où les parents sont de côté en train de crier mais pourquoi tu fais ça? Et tu te dis, mais en fait, allez, vous n'êtes pas sur le terrain, déjà, et en fait, c'est très facile de juger le petit de l'extérieur. Par contre, la vitesse à laquelle ils doivent réfléchir, sur le terrain, elle est encore, pour certains c'est facile, pour certains c'est moins facile, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas les encourager ou alors essayer de faire une autocritique qui sera un peu plus constructive que le simple t'as mal joué aujourd'hui, tu vois. Et c'est ce que je dis beaucoup aux parents parce que du coup moi, maintenant je travaille dans la psychologie, dans le coaching mental et à l'Union aussi. C'est un message qu'on essaie de transmettre. Arrêtez de leur mettre la pression. C'est pas comme ça qu'on réussit. Et même s'ils réussissent, finalement il y aura des pots cassés derrière, tu vois, au niveau émotionnel, au niveau dépression. Thierry Henry l'a toujours dit, tu vois, son père lui a mis la pression, il est devenu un très grand joueur, mais finalement il a fait une dépression toute sa carrière. Tu vois, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que l'argent vaut la peine de détruire un enfant? Je pense pas, tu vois. Donc moi j'ai eu la chance en tout cas d'avoir un papa. Je dis un papa parce que ma mère elle n'a jamais voulu que je fasse du foot. Même quand j'ai la première fois qu'elle est venue me voir jouer, c'est parce que mon père s'est fait opérer du cœur. Et donc il n'avait pas le choix de me déposer en fait. Et c'est là qu'elle est venue me voir jouer et qu'elle a dit en fait c'est pas si mal le foot. mais encore une fois quand j'ai changé d'école par exemple pour aller de Saint-Michel pour aller en sport-études, elle a pété un câble. Comment tu mets ton avenir en danger alors que j'étais professionnel? Parce que je pense surtout l'école alors que j'étais professionnel déjà, j'avais un contrat. Pour te dire que
dans ta tête, un contrat, c'était rien, et je peux la comprendre, et c'est très bien, ça rapporte beaucoup d'équilibre. Donc je trouve que c'était le modèle à suivre, en tout cas pour moi. Là, on va parler un peu du contrat, comme tu viens de le dire. Tu as signé pro très jeune, Ouais. donc ce qui se fait maintenant un peu très souvent. Donc, comment tu te sens quand tu annonces que tu vas passer chez les pros? Ça dépend. En fait, moi j'ai signé ma convention à 15 ans. Ok. C'était une sorte de premier contrat pour te sécuriser. Et puis après, quand tu arrives à la saison, tu sais ton contrat. Mais très vite, on te fait en direct, c'est pas comme aujourd'hui. Quand j'arrive dans le bureau et quand je signe, on me félicite à moitié. Parce que mes parents me félicitaient, ils étaient contents. Hein, mais le directeur technique, Jean Kindermans, vient et me dit à l'oreille, le plus dur commence, tu seras pro seulement quand tu auras signé le deuxième contrat. Tu vois, et tu te dis, ah ok, donc en fait là c'est rien, tu vois. Et donc tu redescends sur terre directement, surtout que le lendemain, tu retournes à l'école, le lendemain tu te rentraînes avec ton équipe. Voilà, t'es pas encore en équipe première, t'as pas encore les mêmes avantages que l'équipe première, tu vois. Donc en vrai, t'as pas encore le gros contrat. C'est pas comme aujourd'hui en tout cas. Il y a 10 ans, c'est pas. Et moi, à mon âge, à mon époque, c'était encore pas comme 10 ans avant avec les Vandenborg, etc. Donc c'était vraiment un truc où signer pro à cet âge-là, donc à 16 ans, c'était encore quelque chose d'assez difficile. C'est pas facile. Mais c'était plus facile que dans les années 2000-2010 par exemple. Et donc nous, on signait pro, c'était une grosse fierté. Mais c'était pas ça qui déterminait. C'est une récompense pour ton travail aussi. Des récompenses pour ton travail, surtout que allez, c'était un objectif que je m'étais mis, signer pro à 16 ans. J'avoue que c'était vraiment pas parce qu'on avait besoin d'argent, parce qu'on n'a pas besoin d'argent, mes frères tous font des études, etc. Il n'y a pas de problème, aucune pression financière, mais vraiment parce que j'étais un compétiteur et que dans ma tête, la première fois que je suis allé en équipe nationale, en U15, le coach nous a dit, ok, vous devez écrire sur une feuille quels sont vos objectifs de carrière. Et j'avais mis 16 ans en pro, 18 ans en Ligue des Champions. Et c'était mes objectifs, et donc j'étais sur la bonne route. Et tu les as réussi, ces objectifs justement, de venir là-dessus. Ton premier match en pro, très stressé à la rentrée ou en fait, tu parles de quel match du coup? Le tout premier match. Le premier que je joue, c'est à 17 ans. C'était en Coupe Belgique contre Penn, je monte. En vrai, non. Tu es stressé rapidement parce que tu te dis, mon premier match devant autant de gens, etc. Mais en vrai, on nous a tellement éduqués à jouer la tête haute, à être sans peur, peu importe le nom, peu importe l'équipe, que tu rentres là-dedans et tu te dis, fais ce que tu sais faire, tu vois. Et ça, c'était un peu mon état d'esprit. Puis l'année d'après, je joue contre Arsenal et là, bien sûr, il y a de la pression, mais elle disparaît au moment où je joue mon premier ballon. En fait, c'est-à-dire qu'au moment où je joue mon premier ballon, tu étais là. En fait, tu te rends compte que, bizarrement, tu as plus de temps que quand tu joues chez les jeunes. Parce que le terrain est plus grand, parce qu'ils coulissent mieux, ils réfléchissent mieux tactiquement, donc en fait tu contrôles et tu te rends compte que en fait, tu joues ça avec des gens plus d'expérience. Plus d'expérience, tu vois, et tu te rends compte que en fait j'ai le temps là pour faire mon contrat, tu vois, et donc tu te mets dans le bain, tu essaies de jouer simple un petit peu, donc la pression elle disparaît très vite, et voilà, donc mais encore une fois c'est l'éducation non directe, cette année-là on fait une demi-finale en Youth League, et pour nous c'était même pas exceptionnel. Honnêtement, on joue contre Porto, on gagne 5-0, Arsenal, on les tape, Dortmund, on les bat. Et en fait, c'était juste la répétition de ce qu'on faisait en tournoi. Franchement, en Norvège, je pense avec ma génération, on a perdu très peu de tournois. Je sais, on a perdu en France, on a perdu en Hollande. Pour le reste, je pense qu'on a au moins été en finale dans tous les tournois. Qu'il y ait Barça, Real Madrid, peu importe, toujours. Donc ça nous a habitués en fait à se dire, peu importe l'équipe en face, j'ai le niveau pour rivaliser, tu vois. Et ça m'a beaucoup aidé dans ma transition en équipe. Quand ton entourage te voit jouer tes premiers matchs en pro, donc là tu passes à la télé, tout ça, il y a un changement autour de toi ou pas du tout? Là déjà, dès que tu sais ce contrat, tu commences à bien t'entourer ou non, moi encore aujourd'hui j'ai un cercle très fermé. Ma famille, mes amis très proches et puis le reste, jamais ouvert la porte. Donc même mes agents, ils parlaient avec mes frères, pas avec moi. Donc ça, tu sais, c'était très fermé. Donc du coup, j'ai pas vu de changement dans l'entourage. Allez, je veux dire, il y a eu des approches, évidemment, comme tout le monde. Tu intéresses les gens, donc il y a des approches.
Mais dans mon entourage propre à moi, non, ça n'a rien changé. Enfin, mes sœurs me disaient, tu continues à faire la vaisselle, mon gars, tu vois. Enfin, Fais tes tâches à la maison. Ouais, fais tes tâches à la maison, tu vois. Ma mère dit, non, mais il doit se reposer. Elle dit, non, tu continues, tu vois, c'est pas parce que tu joues. Et elles avaient raison, parce que ça m'apporte un équilibre, ça, tu vois. Ouais, Dire, et puis à l'école, la même chose, hein. Je joue contre Arsenal, mais demain, je suis à l'école. Et t'arrives à bien gérer les deux? En vrai, j'avais des facilités à l'école, honnêtement. Donc ça m'a permis d'avoir des petits bases droits parce que les professeurs savaient que quand j'allais rendre un devoir, c'est avec la qualité. Et donc du coup, le seul problème que j'avais, c'est un peu avec toi. Ouais, j'avais juste un problème avec la prof de français qui, je sais pas pourquoi j'avais un souci personnel avec elle. Souvent. Et donc elle n'acceptait rien. C'est-à-dire que le lendemain de Arsenal, ben, je suis à l'école le lendemain et je rends pas, je pense que je rends pas un devoir et elle me pose problème. Tu vois, alors qu'elle connaissait les circonstances. Mais bon, j'ai fait mon devoir, j'ai rendu, et puis voilà, j'ai eu une mauvaise note, mais voilà, c'était ce truc. Après, bon, je t'avoue que j'ai terminé première classe, donc c'est pas un problème, mais ouais, à l'école, ça m'a beaucoup. Franchement, c'était assez ça. Et dans tes groupes en jeu, t'étais un joueur leader ou toi, t'es le petit discret du groupe Leader technique, on va dire, mais je suis très discret, je suis pas quelqu'un qui fait des discours. Bon, je préfère parler individuellement à chaque personne. Par exemple, allez, quand on joue contre, je me souviens, on joue contre je pense que c'est contre Porto, on joue à domicile au stade. Parfois, on me dit, ouais, vous allez jouer au stade et pas à Dender, vous allez jouer au stade Anderlecht. Et je sentais un peu de pression de mon latéral. Et je vais lui dire, moins de problème, tu me mets la balle. Peu importe s'il y a 2-3, débarrasse-toi, je suis là, tu vois. Et des trucs comme ça pour rassurer, pour dire, écoute, s'il y a un problème, tu sais que je vais assumer. Donc, des trucs comme ça, mais sinon, non, je vais pas faire des discours. Ça, c'était le rôle d'autres personnes, comme Scott, le gars dont je t'ai parlé, qui était lui plus le capitaine. J'ai eu cette envie-là de, moi aussi, je veux prendre le groupe. Non, moi, lumière, mais c'est vraiment, laissez-moi dans mon coin, laissez-moi juste me concentrer. C'est dommage qu'il n'y ait plus les vidéos des échauffements, mais si tu regardes bien les vidéos, tous les échauffements, je les fais sur la ligne lors de moitié de terrain, éloigné de tout le monde. Vraiment, laissez-moi dans mon coin. Ça, c'est ma préparation à moi, c'était que j'étais de ma musique, j'étais dans mon coin, je parlais à personne. Justement, tes préparations avant le match, c'était comment? T'avais un rituel avant les matchs ou pas du tout? En vrai, rituel, on va dire qu'il commençait à partir du moment où j'entre dans le vestiaire. Où j'ai mes écouteurs, où je parle pas, je mets mes jambes, d'abord ma jambière droite, puis la gauche, ma chaussette, nanana. Je vais aux toilettes toujours avant, toujours, même si je sens pas besoin. Non, même si je sens pas besoin, je dois m'asseoir dessus, je me relève, même si c'est 2 minutes, je m'assois, je me relève. C'est bizarre de dire ça, mais je le dis quand même, c'est pas grave. Je mets mes chaussures. En vrai, tu peux t'en trouver seul, tu peux rien rentrer, juste. Ouais, voilà, focus, etc. Je ressors, voilà. Je mets ma chaussure droite, puis ma chaussure gauche, et je sors le dernier du vestiaire. Toujours le dernier, que je sois ici ou en Espagne quand je suis parti après, toujours le dernier du vestiaire, pas parce que j'ai envie d'être le dernier à monter sur le terrain, parce qu'en fait tous les bruits, je les laisse partir, j'ai mes 30 secondes à moi, je me parle à moi-même, puis je monte sur le terrain, et là je suis dans le réchauffement, je me mets sur le côté, je me parle, etc. Et puis je me vide l'esprit pour pouvoir être à 100%, je visualise un peu mes premières actions, et après je me lance. Voilà. Et il y a un truc que je faisais naturellement, toujours 3 fois toucher mes poignets comme ça. 3 fois. Et ça, maintenant, il y en a qui mettent du tape sur les mains. Ça, c'est plus récent, ça. Tu me verras jamais à un match avec du tape, ni avec des gants, même en hiver, parce que en fait, je supporte pas d'avoir même jamais de montre. Même les montres, tu verras rarement, parce que je supporte pas d'avoir quelque chose sur le poignet. Moi, je faisais pas ça. C'était vraiment ça, toi. Ouais, donc moi, c'est vraiment ça, pour un peu, on appelle ça un point d'ancrage, tu vois, donc pour savoir que, ok, une fois que tu as fait les 3, c'est que tu es dedans, et il n'y a plus rien qui peut te déranger, et ça, je l'ai toujours vu, donc ça, c'est la première préparation. En sortant d'Anderlecht, pour toi, qu'est-ce que les gens ne comprennent pas sur la réalité du monde pro? Que tu es vite livré à toi-même, que tu peux être entouré comme tu veux. Au final, la réalité du terrain, c'est toujours celle qui parle, mais que le terrain, il y a aussi beaucoup de circonstances qui peuvent influencer ce que le coach va voir. C'est-à-dire que le coach, il a des préférences. Le coach, il a parfois joué au football, il a parfois un style de jeu qui dépend pas de toi. Et le coach, il peut prendre des décisions et tu peux être le meilleur à l'entraînement. Si ça ne correspond pas à ce que lui, il avait vu, qu'il avait envie, bah, tu ne vas pas jouer. Ça m'est arrivé avec Besnikazi, par exemple. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Que le milieu pro, bah, c'est beaucoup de pression. Et que, en fait, moi, j'ai un truc que je dis toujours, c'est que beaucoup de gens se plaignent des sommes que les footballeurs gagnent. Et c'est vrai que c'est indécent. Il y a beaucoup d'argent.
La seule chose qu'on ne prend pas en compte, c'est que finalement, quand on regarde les jeunes, et toi tu travailles en Anderlecht maintenant, il y a des jeunes qui s'entraînent depuis qu'ils ont 5 ans, moi par exemple, 4 fois par semaine, pour peut-être devenir pro. C'est-à-dire que pendant de 5 à... C'est un sacrifice, hein, c'est un sacrifice. C'est-à-dire de 6 à 15, 16, 17, 18, parfois 19, 20 ans, tu t'entraînes 4 fois par semaine, si tu joues le week-end et tu n'as pas de vie, et peut-être que tu perds pas. Et ça, on ne se rend pas compte de ça. Et surtout, il y a ceux qui sont en internat aussi. Et ceux qui sont en internat, ta famille la etc., semaine, le etc. week-end, ça sacrifie déjà très jeune. Exactement. Et donc, quelque part, quand on dit pourquoi vous vous plaignez alors que vous gagnez beaucoup d'argent, il faut savoir que ce n'est pas l'argent qui nous a amené là où on est. Parce qu'être professionnel, c'est un état d'esprit qu'on nous inculque déjà depuis qu'on est jeune. Tu vois. Et en Anderlecht, on a vécu, c'était bouteille d'eau, c'était kiné, c'était préparation, nutrition, etc. Depuis 12 ans, pour arriver peut-être un jour en équipe première et refaire dans le monde professionnel ce que tu as fait depuis tout le temps en fait. Et c'est ça que c'est pour ça qu'on dit on passe pas pro du jour au lendemain. Tu vois. Le football est peut-être le seul sport où tu ne peux pas commencer à 18 ans et percer. Pour moi, enfin 18 ans, 15 ans et percer. Parce qu'il y a trop de, il y a peut-être trop de matière, il y a trop tactiquement, techniquement, au niveau de l'état d'esprit, au niveau du jeu collectif, c'est trop. Après, il y a d'autres sports aussi, hein, je suppose le tennis aussi, tu dois commencer à un certain âge, mais je veux dire, c'est vraiment le sport où, tu sais, si t'es mauvais, on voit vraiment que t'es mauvais. Tu vois, avec les pieds, si t'es mauvais, si tactiquement t'es mauvais, on voit que t'es mauvais. Si mentalement ça va pas, en fait, tu es exposé parmi 10 autres joueurs, 11 autres, voire 10 autres joueurs, tu vois. Et ça, c'est une réalité que les gens ne prennent pas en compte souvent. C'est que finalement, la stat, elle existe, c'est que 99% des gens qui commencent une carrière ne la terminent pas, ne deviennent pas pro. Et ça, c'est ceux qui sont directement dans les centres de formation. Exactement. Ce qui veut dire que c'est quand on réussit, oui, il y a beaucoup d'argent, mais ça demande beaucoup de sacrifices. Et moi, je vais te dire la vérité, j'avais pas de vie sociale. C'est-à-dire que mes amis que j'ai aujourd'hui sont mes amis du foot que j'ai connus au foot. Et sinon, ma famille, en vrai, parfois je suis à la maison le samedi ou le dimanche. Là encore aujourd'hui, j'ai 2 enfants. Et je dis à ma femme ou j'appelle mon frère, je dis vous faites quoi? Ah, on est occupé, ou ma femme elle travaille, etc. J'appelle mon pote, mais lui aussi il est dans le foot donc il n'est pas disponible. J'appelle mon autre pote lui aussi, et mon troisième, lui aussi il n'est pas disponible. Et ben je suis là à la maison et je sais rien faire. Parce qu'en fait, toute ma vie ça a été football, etc. Pas de sortie. Tu n'étais pas sorti toi? Non, jamais, je ne savais pas ce que c'est une boîte. J'ai découvert il y a 2 semaines, c'est tout le petit. Pour te dire, tu vois. Donc c'est des choses comme ça qu'on ne prend pas en compte. Après, oui, les sommes sont indécentes, mais c'est pas si facile de faire une carrière et c'est pas qu'ils sont chanceux d'être footballeurs professionnels. Mais les gens, ils voient que la parole, ils voient pas vraiment. En fait, ils ne cherchent pas à comprendre qu'on est exigeant, oui, avec les joueurs pro qui faire une mauvaise performance. On ne sait pas ce qu'ils vivent à côté. On ne sait pas ce qu'il a vécu la veille ou même avant le match. C'est plein de trucs, on oublie parfois. Je pense que toi, tu as déjà vécu ça. On oublie qu'en fait, c'est des humains comme nous. Ouais, clairement. Vous subissez énormément de pression, que ce soit même vous avez des problèmes aussi familiaux. Et même sur le terrain, le coach veut prendre tout ça en compte pour réussir à donner une bonne performance sur le terrain. Mais le spectateur, lui, il n'en a strictement rien à faire. Clairement. C'est vraiment, c'est injuste un peu. Parce que je sais que moi aussi, j'ai déjà un peu, j'ai été énervé quand je vois une action à mon équipe ou quoi. Pourquoi c'est ça. Mais après, si tu te poses bien, tu te dis, c'est un humain comme toi, il a le droit de faire des erreurs aussi, tu vois. Et toi, comment tu as su gérer toi, cette pression, les critiques des supporters déjà, tu ne regardais pas du tout, tu t'en foutais, toi. Je suis très détaché, honnêtement, très détaché de ça. Après, moi, à mon époque, il n'y avait pas encore sur les réseaux sociaux comme maintenant, donc ça va. T'as pas vécu dans les sifflements de supporters pendant un match? Si, à Anderlecht, tu gagnes pas à 3-0 à la mi-temps, tu siffles. À l'époque, et même en jeune, honnêtement, en U15, U17, U19, je pense qu'on gagne 3-0 à la mi-temps. Et le coach nous a engueulés. Parce que pour lui, on devrait en mettre 6. Donc c'est des trucs comme ça. Donc ouais, les sifflets, on a connu. À Malines, j'ai même connu la relégation. Pour te dire, donc c'était pas facile, tu vois. En tant que joueur, tu arrives au centre d'entraînement et les supporters ne veulent pas te laisser partir après l'entraînement. Ou après le match, parce que ouais, vous ne sentez pas, vous ne méritez pas, tu vois. Donc, c'est des choses, tu vois, donc ils ne se rendent pas compte. C'est que, en fait, eux, ils voient ça sous le prisme de vous prenez de l'argent, de vous en foutez, mais c'est pas vrai. Il y en a même, ils vont brûler des sports. Par exemple, tu vois, par exemple, la CAN, tu sais qu'il y a des supporters, ils vont tellement loin quand le pays fait un mauvais match.
Ils vont brûler la maison des joueurs. Mais au PSG, par exemple, ils sont partis devant la maison de Neymar. Neymar, ouais, ça tu aussi, vois, j'ai vu ça. le gars, il fait que se blesser. Il pleure quand il se blesse. Vous pensez que ça lui fait plaisir de ne pas pouvoir être sur un terrain de foot? Tu vois, alors oui, il y a une hygiène de vie qu'il faut respecter, etc. etc. Mais moi, j'estime, et c'est pour ça que je ne faisais pas attention à ce que les supporters disaient, c'est que ils ne sont jamais aussi exigeants avec moi que je le suis avec moi-même par rapport à mes objectifs. Alors, ce qu'ils disent, je m'en fous. Et ça ne m'a jamais porté préjudice. Je sais même moi qui te dire à mes frères, parfois, regardez pas les réseaux. Parce que tu peux faire ce que tu veux, il y a toujours des gens qui ne seront pas d'accord avec ce que tu fais, qui ne t'aimeront pas. Moi, j'étais un dribbleur, ça plaisait à beaucoup de monde, il y en a qui disaient que j'achetais pas mon ballon. Voilà, c'est comme ça, donc ça ne m'a jamais affecté. Mais encore une fois, c'est aussi de la réalité d'un footballeur, c'est que tu es jugé, c'est ce que je dis aux jeunes aussi, le football, c'est un examen H24. Tu es jugé sur tout ce que tu fais quand tu perces. C'est-à-dire que même quand tu vas dans un restaurant, si c'est la veille d'un match et que tu joues mal le lendemain, ouais, mais on va essayer de savoir ce qu'il avait mangé, tu vois. Parce que c'est peut-être ça qui a fait qu'il n'a pas une bonne hygiène de vie et qu'il a mal joué, tu vois. Donc c'est des petites subtilités comme ça qui font que finalement tu es scruté. Et je ne sais pas si tout le monde est prêt à vivre ça. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent, tu sais, il y a beaucoup ce débat des footballeurs qui se plaignent parce qu'il y a trop de matchs. Et les gens disent, ouais, mais ils ont qu'à faire médecin, ils verront ça. Ben oui, médecin c'est très dur, comme plein de métiers, être à l'armée c'est très dur, il y a plein de métiers qui sont très beaux, c'est très très dur. Mais il n'y a pas de métier facile. Il n'y a pas de métier facile. Par contre, moi je me souviens très bien à l'époque où moi je me levais à 8h du matin les dimanches pour aller faire du spécifique quand j'avais 13 ans ou 14 ans, il y avait des amis à moi qui ne le faisaient pas. Non, ça sert à rien, non, j'ai pas le courage, tu vois. Et c'est eux, ouais, pas nécessairement des amis, mais même des connaissances. Et c'est aujourd'hui eux qui disent, ouais, mais ils font ce qu'ils aiment, mais toi aussi, tu aurais pu le faire si tu étais discipliné. Ça veut dire que déjà être discipliné, c'est déjà très dur. Tu vois, ici à l'Union, par exemple, il y a un petit, je ne vais pas citer son nom, mais ça fait 1 an et demi qu'il n'a pas joué à cause de blessures. Il vient à peine de reprendre sur le terrain après 1 an et demi. Le petit, il a que 13-14 ans. Il n'a jamais lâché. Le petit, il est là tous les jours, s'entraîner. Et avant même de remonter sur le terrain, il rechute. Et là, c'est seulement après 1 an et demi qu'il a pu reprendre le terrain et rejoindre un match, etc. Tu t'imagines si lui, il perd son terrain, il gagne beaucoup trop d'argent, etc. Pendant 1 an et demi, il a mis de côté son enfance, son adolescence, pour pouvoir peut-être espérer faire carrière. C'est un truc de fou. Même les 1 an que tu as à l'arrêt, là, tu cogites. C'est 1 an, exactement. Si tu cogites, tu dis est-ce que je peux encore, est-ce que je peux pas. Exactement. Après, maintenant, si l'entourage aussi n'est pas bon, tu es encore la tête. Exactement. Et c'est pour ça que je dis, pour moi, je ne fais pas de comparaison entre les footballeurs. Chacun mène sa vie, chacun a son bout de chemin. Ça ne sert à rien de dire qu'il gagne trop, ça ne sert à rien de dire qu'il gagne pas assez, ça ne sert à rien de dire que le médecin c'est plus dur, que ceux qui soignent pendant le Covid, on sait. Par contre, il y a une réalité des footballeurs, c'est que pour arriver là, c'est énormément de sacrifices et tout le monde n'est pas prêt à les faire. Non, c'est sûr. C'est très. Même ceux qui aussi sont très peu. Ouais. Tu nous disais que tu étais, on parle un peu de toi, tu es style un peu dribbleur. Est-ce que quand tu es arrivé dans le monde, dans le 11 contre 11, quand tu es arrivé dans ton lèvre, on t'a demandé de moins le faire ou on t'a un peu laissé libre Non, ça c'était ma qualité. Le 1 contre 1 a toujours été ma qualité première. Donc t'as pas eu des coachs qui ont été exigeants avec toi, arrête de dribbler, lâche. Non. En fait, j'étais pas le dribbleur, genre je prends la balle de mon goal et je fais pas de passe. Non, c'est plutôt, quand je dis dribbleur, c'est plutôt sur l'aile. Je savais que quand je recevais la balle, c'était parce que je le vois, tu vois, je reçois la balle, je vois qu'il y a personne qui vient m'aider et qu'ils vont tous dans le rectangle. C'est parce qu'ils savent que je peux rentrer dans le rectangle facilement ou j'ai des facilités exactement. Non, jamais eu ça. J'ai même une anecdote pour toi en Hollande, quand je suis prêté à Willem II, mon coach m'engueule parce que je reçois un ballon en contre et que je fais une passe en arrière. Tu n'oses pas prendre le. Ouais. Non, c'est même pas que je n'osais pas. En fait, je venais de en faire 3, j'étais cuit. Mais comme j'en avais raté 2 sur 3, il pensait que j'osais plus. Mais j'étais juste cuit en fait, parce que je faisais un retour. Il m'a dit c'est la dernière fois, sinon je te sors. Je te jure, c'est vrai. Il m'a engueulé pour me dire ta qualité c'est quoi. Je dis un contre 1, il m'a dit jamais tu dois revenir en arrière. Tu rates 10 fois, tu rates 10 fois. Et je lui ai dit, coach, en fait, j'étais juste fatigué. Pour moi, c'est la meilleure chose qu'un coach peut dire à son joueur. Ouais, clairement. Tu vois, en fait, il a trouvé ta qualité, il voit que tu es dans le confort avec celle-là. Il t'encourage. Parce que maintenant, on le voit moins. Je prends même des tout petits, on les oblige à lâcher la balle, à jouer comme ceux qu'on voit là. Alors que non. Clairement. Le gars, s'il s'est dribblé, il laisse-le s'exprimer. Tu vois. Après, dis-lui à quel moment lâcher cette balle, quand il peut le faire, dirige-le. Tu vois. Pour moi, tu as eu beaucoup de chance, en tout cas,
d'avoir eu des formateurs qui t'ont s'est exprimé. Ouais, Parce clairement. que les coéquipiers qui t'ont pas non plus, je suppose que tes coéquipiers t'ont pas non plus. Non, ils mettaient dans les conditions. Moi, il y a des anecdotes de dingue. Hein, pour aller le 1 contre 1, c'était vraiment ma spécialité. Après, en direct, c'est souvent. Ouais, le GF favorisé. Ouais, exactement. Juste en équipe première. Même en équipe première, ça a toujours été ma spécialité, le passement de jambes poussé. Et je me souviens, moi, j'étais surclassé en U15, U16, donc je suis un peu surclassé. Et en fait, on allait, tu sais, à l'époque, tu allais jouer U15, U16 au même endroit. U13, U14 au même endroit, U15, U16, tu partais dans le même bus et tout. Et on joue contre, je crois que c'était Westerlo, de vraiment une équipe, et on joue là-bas à l'extérieur. Ils jouent avec les U16 et on gagne 3-0. Mais mon équipe U15 est en train de perdre, tu vois. Et comme ils sont en train de perdre, mon coach U16 me fait sortir. Et il me dit, tu dois vite courir de l'autre côté pour aller jouer avec l'U15. Il restait, c'est la 88e minute. Donc il restait. Ouais, et donc le coach il me dit, ouais, j'arrive et tout, je change de maillot, etc. Et je vais rentrer, je me mets et tout. Et il va chez moi, il me dit, il regarde la montre, il me dit, c'est la 89e, tu auras un seul ballon. Tu rentres dans le rectangle, passe en retrait but. C'est un truc qu'on travaille à l'entraînement. Je monte, il fait en sorte de m'isoler en 1 contre 1. Passe en 1 contre 1, passement de jambes, je pousse dans le rectangle, passe en retrait but, on gagne le match. Et donc en fait j'étais vraiment connu pour ça, tu vois, pour le 1 contre 1, et c'est ma plus grande force, c'était ça. Donc les coachs n'ont jamais empêché de le faire. Toujours, et c'est une des raisons pour laquelle je ne suis pas jamais passé latéral. Parce que. Vraiment, toi, profil offensif. Ouais, on m'a toujours dit tu pourrais jouer latéral, etc. On se gâchit. Ouais, exactement. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles je ne suis jamais passé latéral, parce qu'en 1 contre 1, j'étais vraiment. Mais tu m'as dit tout à l'heure que tu faisais du spécifique, tu as commencé à quel âge? Tu as commencé à faire du travail à côté U13. Donc tu étais déjà en Dorlet à ce moment-là. En Dorlet, toi. Et tu avais 4 entraînements semaine 4 entraînements semaine, match le samedi, puis dimanche spécifique. Dimanche spécifique. Dimanche spécifique, ouais. Donc dimanche c'était spécifique avec Monsieur Guy, qui est vraiment décédé personnel. Et c'était. On faisait du spécifique avec Scott, du coup, le dimanche matin, pour travailler le cardio et pour travailler la technique aussi. Donc c'était cardio technique et on travaillait beaucoup les 1 contre 1. Mais en fait, c'était du 1 contre 1 qui ne s'arrête jamais. Donc pendant, je pense que c'était 3-4 minutes. Dès que la balle sort, on continue. Pour travailler le cardio avec la main, etc. Mais ça, c'était mis en place par Anderlecht. Donc c'est-à-dire que quand je suis arrivé, ils ont vu qu'au niveau cardio, moi, je devais encore me développer. Scott aussi, lui plus dans l'impact physique. Bon, lui, ils m'ont vu moi, ils m'ont dit ok, lui il est assez costaud, il travaille son cardio. Lui, il a travaillé son cardio plus l'impact physique, les deux ensemble. Et en fait, le club avait déjà détecté ça, donc ça veut dire qu'ils avaient déjà compris où est-ce qu'il fallait aller corriger les détails, tu vois. Et ça, c'était important. Ça, c'est bien ça. Ce qui ça complète un peu. Ouais, c'est plus travailler en petit groupe individuel aussi. Ouais, on n'était que deux. On était que deux. Parfois 3, parfois 3 si je me souviens même, mais je ne sais plus avec qui. Mais généralement, c'est que de 2. Donc le dimanche matin, c'était à 10h. De 10h à 11h15 comme ça. C'était ici à Nerfeux. Donc ouais, c'était un train intéressant. En tout cas, tu vois aujourd'hui, à la différence des clubs aujourd'hui, je trouve qu'aujourd'hui, il y a moins de clubs qui prennent le temps de comprendre le joueur et de savoir comment retrouver la main équipe. C'est plutôt, ils sont parfois livrés à eux-mêmes, mais c'est les joueurs qui vont chercher un peu à gauche, à droite, comment ils vont développer. Ils ne savent pas vraiment sur quoi travailler, c'est eux-mêmes. Ils sont un peu rendus à eux-mêmes, comme tu as dit. C'est ça qui est dommage. Pour toi, qu'est-ce qu'un jeune talent, pourquoi il ne va pas forcément réussir dans le monde professionnel? Qu'est-ce qui va l'empêcher? Il y a plein de facteurs. Plein. Tout à l'heure, on a parlé l'environnement social, les parents. Moi, je dis qu'il y a deux choses qui gâchent le plus les carrières. Les parents et les blessures. Les parents, j'en ai vu dans ma génération, dans la génération au-dessus, la génération en dessous, j'en vois encore aujourd'hui à l'Union, les parents gâchent énormément de carrières. Parce qu'ils veulent trop, parce qu'ils demandent trop, parce qu'ils n'ont pas compris l'enfant, parce qu'ils n'ont pas compris si l'enfant, comment il fallait lui parler, etc. Ils réagissent au mauvais moment, parfois les émotions prennent le dessus. Je crois que les parents, et parfois c'est inconscient, gâchent beaucoup de carrière. Mais ça, c'est une des raisons. Après, il y a les blessures, il y a aussi l'état d'esprit, la remise en question, le travail, le manque de travail, et puis le côté mental aussi, comment tu gères la pression, comment tu gères la remise en question. Ce qui est très important, c'est-à-dire que, et quand je dis remise en question, je ne parle pas nécessairement de se faire son autocritique négative, mais parfois en fait c'est aussi bien de savoir quand tu as fait des bonnes choses. Et par exemple, moi à l'époque,
quelque chose qui m'a beaucoup coûté en équipe première, c'est que je voulais toujours plus, sans jamais m'arrêter pour me féliciter de mes accomplissements. Et donc, je pense qu'à un moment donné, je me suis mis beaucoup de pression aussi par rapport à ça. Surtout après. Donc, toi, tu avais déjà un mindset très costaud. Ouais, mais ça m'a porté préjudice, je pense, à un moment. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de blessures, et quand tu as beaucoup de blessures, en fait, tu dois parfois être honnête avec toi-même et dire, ok, je sais que je suis blessé 4 mois, je ne vais pas revenir directement être à mon meilleur niveau. Mais moi, je ne me disais pas ça, je me disais, même après 4 mois, tu peux être à ton meilleur niveau. Et donc, je mettais de la pression, et quand ça n'arrivait pas, déception, et parfois j'allais forcer des choses alors que c'était pas nécessaire, soit je me reblessais, ou soit je m'entraînais pas bien, et puis ça prenait une semaine ou deux en plus pour revenir à mon meilleur niveau. Enfin, et ce sont des détails qui ont pu faire que finalement, avec toutes ces blessures, ouais, j'ai parfois eu une trajectoire qui était compliquée et j'ai rechuté à certains moments. Tu dirais que le mental est mieux que le talent? Ouais, beaucoup plus important. Encore une fois, comme je disais, dans le football, il faut un peu de talent. Quand même, tu peux pas mentir. C'est-à-dire le terrain là, ça va se voir. Par contre, tu n'as pas besoin d'avoir le plus gros talent pour réussir, surtout aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avec beaucoup de travail, et quand je dis mental, ça englobe le travail. C'est-à-dire que pour aller travailler, faire du spécifique, il faut être fort mentalement. Parce que c'est très facile de se reposer sur ses lauriers, tu vois. Surtout quand tu es dans une équipe qui gagne ou que toute ta famille te dit non, tu fais bien les choses, etc. Toi, comprendre que c'est pas encore assez, c'est important. Maintenant, je pense que le mental, c'est vraiment 60, 70, 80% d'une réussite parce que ça englobe tellement de choses et que tu peux voir des gens qui vont bien démarrer puis mal finir parce que mentalement ils n'étaient pas prêts, parce qu'ils n'ont pas travaillé dessus, ils s'étaient déterminés, mais seulement quand tout allait bien et pas quand ça commençait à aller mal. Voilà, il y a plein de choses qui font que ça peut échouer. Le football actuel est plus dur mentalement qu'avant, selon toi? Moi, je pense pas. Il y a son lot de difficultés. Tu vois, aujourd'hui, on parle beaucoup des réseaux sociaux qui rajoutent une charge mentale. Donc, ouais, c'est clair. C'est vrai qu'à partir de ce moment-là. Mais à mon époque, par exemple, bon, en équipe première, tu étais encore vu comme un gamin. Tu vois, on n'avait plus les chaussures des grands. Mais 10 ans avant moi, il avait encore les chaussures des grands. Par exemple. Tu vois, je pense que mentalement, le fait d'être rabaissé comme ça, c'était aussi dur pour. Il fallait une vraie personnalité pour aller dans l'équipe première et s'imposer. Là aujourd'hui, tu as 5-6 jeunes qui montent en même temps, on va te faire de la place, etc. Donc ce côté-là, il est un peu moins difficile. Mais après, eux, ils ont tous les réseaux sociaux, ce sont des marques, ils ont des agents qui veulent faire des marques, il y a l'argent qui vient très vite, il y a des exigences qui viennent très vite aussi, etc. Donc je pense que je ne dirais pas qu'il y a assez plus dur avant ou plus dur maintenant, c'est différemment difficile. Tu vois, donc chaque génération a son difficulté. Mais j'aurais préféré dans cette époque-ci maintenant qu'à l'époque, parce qu'aujourd'hui, bon, avec les réseaux sociaux, tu peux tourner en Instagram, mais il n'y a pas plus de. Ouais, par contre, va dans un vestiaire avec des cadors allez, on dirait que Mathias Suarez, Olivier Lescaq, etc. C'est chaud de s'imposer avec ta personnalité, tu vois, de se dire en fait j'arrive, eux ils sont là, ils ont des 300-400 matchs. Et toi, tu vas prendre la place de quelqu'un ici, t'es petit, ouais, on te fait comprendre que t'es petit, surtout. Tu vois, c'est-à-dire que tu ramasses les cônes, tu ramasses les goals, tu dois arriver un peu avant le déjeuner, même si on te donne à 9h, toi tu arrives 5 minutes avant parce que c'est un petit. Tu vois, tu arrives dans l'ascenseur, s'il y a un ancien qui vient, tu sors et c'est lui qui monte avant. Enfin, des trucs comme ça, tu vois, des trucs où on te fait comprendre que t'es pas encore arrivé, tu vois, et je pense qu'aujourd'hui, c'est plus comme ça. Donc, ouais, j'aurais pas. Ça s'est perdu, moi je dis certains trucs qui sont quand même perdus. Surtout les petits maintenant que dès qu'ils passent dans le monde pro, pour eux ils pensent qu'ils sont au même niveau que celui qui était déjà là. Ouais, c'est clair. Tu dois faire tes preuves. Tu dois faire ses preuves. C'est l'équilibre, hein. Il faut que ce soit équilibré. Et je pense que c'est aussi un travail par la famille et par l'environnement, l'entourage. L'entourage joue beaucoup dans ça. Ton parcours n'a pas été simple. Pour toi, c'est quoi ta plus grosse difficulté? Tu as parlé tout à l'heure des blessures. Ouais, moi c'est ça. Hein. Les blessures m'ont beaucoup freiné. Je pense que j'ai commencé mes premières blessures, comme je t'ai dit, c'était très tôt. J'avais 12-13 ans, au SGOOD, mais après, c'était tout le monde. Mais mon talon, puis le quadriceps, puis les ischios, j'étais très, très puissant, j'avais des grosses cuisses, etc. Donc, moi, c'est ça qui m'a posé. Ma plus grosse difficulté, c'était mon corps, en fait. Un corps qui est très explosif, très, très explosif, mais
qui peut péter à tout moment parce qu'en fait, on n'avait pas encore les technologies d'aujourd'hui où on comprenait qu'en fait, tel joueur devait s'entraîner spécifiquement comme ça, avec cette charge, etc., etc. Nous, on n'avait pas tout ça. Et donc, je pense que si j'avais eu ça aujourd'hui, j'aurais peut-être eu moins de blessures. Mais ça, c'était dur. Parce que tu joues contre Arsenal, tu te blesses 2 semaines après, ou 3 semaines après, puis tu reviens, on te met titulaire pour la première fois en coupe. 10 minutes, ta cheville elle lâche parce qu'en fait, il y a eu quelque chose, ça a lâché. Tu reviens, tu joues bien, puis tu arrives en été, première semaine, ton cordyceps il lâche parce que t'as pas mangé assez de glucides, des bêtises comme ça, parce que ton corps il doit être à la loupe, il doit être suivi à la loupe et tu dois vraiment aller dans les détails. Ce que moi je n'avais pas parce qu'on ne savait pas encore à ce moment-là. Et donc ça c'était ma plus grosse difficulté de blessure jusqu'à la fin de ma carrière. C'est ça qui toujours ton entourage pour te soutenir. Toi déjà t'avais un bon mental. Et l'entourage toujours qui était proche de toi, il n'y a pas eu de changement de comportement autour de toi? Non, il n'y a pas eu de changement de comportement, Après, j'ai vite compris, à partir d'un certain âge, que les blessures commençaient à vraiment les affecter aussi. Pas qu'ils étaient déçus, mais qu'eux aussi, ils se disent. Allez, ils étaient vraiment avec toi, donc ils ont aussi ressenti. Voilà, exactement. Ils vivent ma carrière avec moi, tu vois. Surtout mes frères, tu vois. Mes parents, un peu plus dans le trait, mais surtout mes frères, en fait, eux étaient comme mes agents, donc pour eux, chaque blessure, et ma femme aussi, que j'ai connue très tôt, donc ça fait depuis que j'ai 17 ans, donc elle a tout connu avec moi aussi. Donc, c'est bien, ça t'a toujours soutenu. Ouais, mais c'est aussi c'était difficile, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'allais à l'entraînement, elle se demandait si j'allais pas revenir avec une blessure. Plus inquiet qu'autre chose. Tu vois, plus inquiet que. Et quand je revenais, ah t'as rien? Ah ok, ça va, ouf, tu vois. Et donc ça aussi, c'était pas facile, et tu vois que c'est quelque chose qui a beaucoup pesé, et puis finalement, moi qui a fini par m'avoir. Au final, mon dos m'a lâché et j'ai dû arrêter après 5 opérations. Donc, j'ai pas eu le choix d'arrêter, tu vois. Et toi, tu continuais toujours. Tu disais toujours, il faut trouver des solutions. Mais ouais, il faut. En fait, j'ai vraiment arrêté parce que j'ai des enfants. Ah ouais, il y a les enfants aussi. Ouais, et que le médecin m'a dit que je risquais de perdre l'usage de ma jambe. Là, j'ai arrêté. Ouais, c'est quand il m'a dit ça. À l'hôpital, il m'a dit écoute, si tu n'arrêtes pas, tu risques. Sachant que au moment où je suis chez lui, j'ai déjà perdu 70% de sensibilité, donc il ne mentait pas. Mais j'ai aussi arrêté parce que, comme tu as dit, ma femme m'a toujours soutenu. Mais au moment où je rechute pour mon dos, quand je lui envoie un message pour lui dire j'ai rechuté et que je lui dis j'arrête, pour la première fois, au lieu de me dire t'es sûr, tu vas pas continuer, Nana, elle me dit il est temps, tu vois. Donc elle voyait que je revenais toujours en boitant, que j'avais toujours mal au dos. C'est pour elle aussi, parce que tu vois tous les jours que tu es en train de souffrir. Exactement, tu vois, en plus on a 2 enfants. C'est bien, elle a pensé d'abord ta santé, tu vois. Ouais, clairement, tu vois. Clairement, elle savait que la vie allait changer, parce que du coup, on allait quitter l'Espagne, on allait revenir en Belgique. Du jour au lendemain, moi c'était du jour au lendemain, donc je me blesse en cours de saison, en 25 août. Tu vois, enfin, je pense que c'est le 27 août, un truc comme ça, 2022, tu vois. Non, 2023 même. Et en vrai, tu te dis, mais là, le lendemain, j'arrête. Donc, en fait, ton contrat, il s'arrête. Tu vois. Donc, du coup, tu fais quoi à ce moment-là? C'est ça, tu vois. T'as une famille, etc. Donc, moi, je reviens en Belgique. Après, heureusement, il y a les apparts, etc. Donc, tu as investi, mais ça reste un style de vie qui va changer. Parce que, du coup, tu dois aller dans tes réserves. Et plus dans le salaire que tu reçois, tu vois. Et donc, toi, ouais, elle m'a beaucoup soutenu. Même ma famille, hein. Ma famille aussi m'a beaucoup soutenu. Et ça m'a beaucoup aidé aussi dans le fait d'arrêter. Moi, j'étais très à l'aise avec le fait d'arrêter. T'as pas eu vraiment de grosses peines ou de regrets? Non, parce que je devais déjà arrêter après la première opération. T'as vécu ton rêve, t'as réalisé tes objectifs, exactement. Mais aussi parce qu'après la première opération, je devais déjà arrêter. Mais j'ai continué par entêtement. Écouter son corps. Je me suis dit, mais il faut, mais quelque part, je me suis dit, bon, j'ai pas de regrets parce que quand je me blesse la première fois au dos, ça c'est déjà ma 4e opération. 3 à la jambe, plus 1 au dos, et je me dis, encore des cicatrices, tu vois, mais là dans le dos, tu vois. Mais je me souviens que le médecin me disait, écoute, ce sera plus jamais comme avant. Et rejouer, ça va être très difficile. Et je me dis, non, je peux pas arrêter sur ça, tu vois. Je peux pas arrêter sur une saison où, en fait, je me suis blessé en septembre au dos, et c'est seulement en mai que je me fais opérer, donc j'ai passé toute une saison sans rien faire. Et je me dis, je vais rejouer au moins une fois, retourner sur un terrain professionnel, etc. Et je me fais opérer en mai 2022. Et en octobre 2022, je marque mon premier but. Enfin, je reviens et je marque le but qui donne la victoire à mon équipe.
Et c'était mon premier match après ma blessure, tu vois. Donc il me fait monter à 80, à 85, je marque. Et après, là, j'étais à l'aise, je me disais, ok, maintenant je peux arrêter. J'ai continué, mais je me disais, si je m'arrête demain, c'est bon. Parce que je voulais juste me reprouver ça, en fait. Que je pouvais rejouer sur un terrain, pouvoir me rentraîner comme un athlète, etc. Et j'avais réussi cette mission-là. C'était mon dernier défi, en fait. De me dire, est-ce que je suis capable d'aller contre vents et marées pour prouver que je suis pas défini juste par un médecin qui me dit quoi faire ou une situation. C'est bien, franchement, on me respecte, parce que revenir comme ça, après tout ce que tu as vécu là, notamment aussi tu as les enfants, tu as la famille, mais quand tu en fait, moi c'est jamais, tu dis un truc, tu le fais, tu vois. Pas le genre de personne, t'attends que quelqu'un vienne te dire, lève-toi, vas-y. Ouais, après ça a toujours changé, mais c'est vrai que j'ai toujours été comme ça et ça m'a servi. Là où le discours que je donne aux jeunes, parce que maintenant je parle de ça, et je dis toujours, c'est pas un exemple à suivre, vraiment pas. Il faut savoir faire une mise à jour de sa détermination, tu vois. C'est-à-dire qu'on a tous ici des forces et des faiblesses. Il ne faut pas que les forces deviennent des faiblesses. Et être déterminé, ça a toujours été ma force, dans le football en tout cas, mais dans ma vie de famille, ça aurait pu être une faiblesse. C'est-à-dire que si j'avais continué après cette blessure à me battre, à jouer, etc., en fait, est-ce que mes enfants, j'aurais pu les voir, les accompagner pour aller au foot aujourd'hui? Est-ce que j'aurais eu assez d'attention pour ma femme et ses rêves à elle aussi, tu vois, tu vois, toutes ces questions-là. Parce que tu n'es plus tout seul. Je suis plus tout seul. Et donc il faut faire une mise à jour de ses forces et faire en sorte que cette détermination ne devienne pas une faiblesse, mais plutôt, ici, comment je définis ma détermination, c'est de se dire, ne pas avoir peur de tout recommencer sur un autre chemin, tu vois. Et moi, c'est ça ma force. C'est-à-dire que je me suis dit, du jour au lendemain, tu sais quoi, je me suis blessé, j'ai rechuté, j'arrête, je sais c'est quoi les conséquences, c'est-à-dire que je vais devoir faire autre chose. Après, j'avais déjà terminé mes études en psycho, etc., donc je savais ce que je voulais faire. Je vais devoir faire autre chose, mais je vais être le meilleur dans ce que je vais faire maintenant, tu vois. Et moi, c'était plutôt ça. Tu as cette mentalité-là, mais dans un autre domaine. On va revenir sur ça après, parce que moi, je trouve vraiment que pour moi, tu as su bien rebondir. Non seulement en plus, en plus, beaucoup de gens, on va parler de ça après. Mais avec du recul, qu'est-ce que tu aurais fait différemment dans ta carrière? Plus écouter mon corps, pas nécessairement avec mon dos, mais déjà à l'époque quand j'étais plus jeune, plus écouter mon corps et peut-être plus prendre conscience de ce que je vivais au moment. Tu vois, par exemple, quand je joue contre Arsenal, ça c'est une dispute que j'ai avec mon frère, j'ai pris aucun maillot. Parce que je me suis dit. Hein? T'as pas choisi. Non, parce que je suis trop bruxellois. Ah, tu vois, parce que je suis trop bruxellois, les gars, c'est pour ça. Et qu'en fait, attends, c'était quelle époque contre Arsenal? Il y avait qui? C'est en 2014, il y avait Alexis Sanchez, etc. Et j'ai dit, je prends pas de maillot, et j'ai dit parce que je prendrai un maillot quand je serai en première ligue contre régulièrement. Tu vois, c'est mon objectif. Pour ça, c'est la mentalité. J'aurais fait différemment. J'aurais célébré ce moment-là où j'ai joué, j'ai atteint mon rêve, le premier en tout cas, tu vois. Ça, j'aurais fait différemment. Parce que j'étais très focalisé sur la suite et pas assez sur le moment présent. Ça, c'est un truc, c'est pas un regret, parce que c'est ce qui m'a forgé, mais c'est quelque chose que j'aurais fait différemment. Vraiment profiter du moment présent, ça. Voilà. Et qu'est-ce que le football t'a appris dans la vie? Le football, la discipline, mais surtout, moi je crois, en tout cas, je ne sais pas si tout le monde va penser comme moi, que quand on commence quelque chose, il faut vouloir être le meilleur. Ça ne veut pas dire que tu dois terminer le meilleur, tu dois juste le vouloir. Juste le vouloir, donner le moyen d'être le meilleur. Parce que, en fait, tu sais, si tu veux terminer sans regret, tu dois avoir tout fait pour avoir pris le plaisir de savoir comment en fait, à quel point tu as pu atteindre le sommet, en fait. Et moi, le football m'a appris ça. C'est-à-dire que, comme je dis, moi je jouais avec Moussonda par exemple, je me suis comparé à lui, mais pas de manière malsaine. Il m'a permis, en fait, quand j'étais jeune, de me dire, moi quand on va à un tournoi, je sais que lui il va être meilleur joueur, je veux que les gens doutent de ça. Tu vois, et un jour on va en tournoi à Turnout, en U17, je pense un truc comme ça. Et on fait tous les deux un gros tournoi. On joue contre Bruges en finale, je fais un gros match, on gagne 3-0 facile, etc. Et il prend le meilleur joueur. Et j'étais même pas déçu. Parce qu'en fait, je me suis dit,
j'ai fait douter les gens, tu vois. Et en fait, c'est pas que je voulais rivaliser avec lui, c'est juste que je l'ai pris comme, ok, toi t'es le meilleur, moi je veux me battre pour que. Un rival, mais pas vraiment. Ouais, je veux me battre. Et pourtant, on connaît très bien tout, hein, donc on joue à tout et j'étais content tout le temps. Sans détester, sans haine ou quoi. Non, aujourd'hui on a mis tout. Il le savait, il le savait à l'entraînement, on faisait des entraînements et quand on devait choisir des 1 contre 1, on devait faire 1 contre 1. Moi je disais, moi je suis content tout le temps. Tout le temps, parce que je voulais qu'il me booste. Et ça. Parce qu'il y en a beaucoup, ils ont cette peur de lui, il va finir meilleur, donc je veux pas. Ah non, moi, faut oser. Tu vois, moi, terminer meilleur, c'est d'abord pour moi. Et ça, je pense que le football m'a appris, vouloir être le meilleur dans ce que je fais. Et aujourd'hui, ben, je le transmets dans ce que je fais actuellement. Donc, être le numéro 1 dans tout ce que je fais, à savoir se développer, toujours vouloir se mettre en question, toujours savoir si on peut pas progresser, se perfectionner, etc. Ça, c'est un peu le football, parce qu'en fait, tu te rends compte que dans le football, si tu le fais pas, y a quelqu'un d'autre qui va prendre ta place. Ça va très vite, hein. Ça va très vite. Et c'est quoi aujourd'hui ton nouveau combat? Le nouveau combat révolutionner le football belge, le football en général, au niveau de la préparation psychologique et mentale, mais surtout l'importance de trouver un équilibre pour les jeunes dans la préparation, dans leur gestion de carrière, à savoir équilibre mental, c'est-à-dire pourquoi en fait l'école c'est important, qu'est-ce que ça apporte. Ça c'est mon combat en fait. C'est que j'ai vu encore aujourd'hui trop de parents qui tuent la carrière des enfants. Je vois trop de parents qui parlent mal, trop de parents qui insultent leurs enfants, trop de parents Moi je vais te dire pourquoi. La même chose, je parlais de ça avec pour moi ce que tu viens de dire, c'est vraiment changer les mentalités. Parce qu'en Belgique, pour moi, on a tout pour changer les choses, on le fait pas. On passe notre temps à nous plaindre, ouais, ça va pas. Mais on peut vraiment bouger les choses. On dit toujours que là-bas c'est meilleur, là-bas, mais aussi ils ont leurs problèmes, tu vois. Et nous, on fait rien vraiment pour changer les choses. Exactement. Et vraiment, moi je te rejoins là-dessus, c'est vraiment, il y a possibilité de changer les choses. Et faut qu'on se bouge. Donc, je disais que tu avais coupé, mais je Non, je suis très content que tu le dises, parce que si on partage le même objectif, c'est très bien, parce que je pense qu'on peut pas, plus on est, mieux c'est. Mais en plus, c'est bien parce que t'es formateur, et c'est ça qui manque, en fait, c'est des formateurs. C'est-à-dire que, pour moi, il y a un truc, il y a un gars qui m'a dit un truc, ça m'a tellement. Il m'a dit, c'est il y a 2 semaines, ça m'a tellement marqué, les gars, je te jure, il m'a dit quoi? Il m'a dit, si, c'est quoi la différence entre la formation belge et la formation française? Et je dis, non, il me dit, regarde bien. Et je dis, non, je vois pas. Il me dit, les coachs en France, dans les centres de formation, ils ont 45-50 ans. Ce qui veut dire qu'eux, ils ne veulent pas faire carrière dans le coach. Ils ne veulent pas être coach. Ce sont des vrais formateurs. Ici en Belgique, les coachs sont 25, 26, 27, 28 ans, en dessous de 30 ans. Et tu penses qu'ils n'ont pas dans la tête une possibilité de toucher au niveau de tu penses qu'ils vont vraiment former les enfants si leur objectif c'est de gagner pour se montrer et pouvoir aller au plus haut niveau? Et j'ai réfléchi ça fait 2 semaines que j'ai réfléchi à cette question. 2 semaines que je suis tous les jours, je me dis, il m'avait dit ça et c'est vrai que maintenant que j'y pense, ouais, c'est vrai, tu regardes Père Fontaine, c'est que des anciens. Des anciens, tu vois, énormément. Même dans les clubs district en France. Ouais, c'est que des anciens, des formateurs, tu vois, des éducateurs comme des enfants. Et ici, c'est des coachs. Tu vois. Et ça, pour ici, nous, on aime trop dire, on est coach. On est des formateurs, des éducateurs, c'est comme ça qu'on doit s'appeler d'abord. Des formateurs, et il faut savoir qu'un formateur, ça doit prendre en compte l'environnement de l'enfant. C'est-à-dire que ton but, c'est pas de gagner. Ton but, c'est que quand tu commences avec un enfant en juillet, tu commences avec une note sur 10 pour chaque aspect, et que cette note, en mai, elle soit passée de 5 à 7 ou à 8. Ça, c'est ton objectif. Chaque enfant qui passe dans tes mains doit progresser. Parce que de toute façon, on ne va pas te juger sur ses résultats. Un club te juge sur est-ce que tu es capable d'amener un enfant au plus haut niveau. Et c'est comme ça, quand tu regardes René Peters en Norlec, c'est comme ça qu'il a fait sa réputation. Nous, on est passé entre ses mains, on est sorti meilleur. Très grand formateur aussi. Très grand formateur. Regarde la reconnaissance qu'il a aujourd'hui. On est ressorti, mais tous ceux qui sont passés dans ses mains vont te le dire. Il n'y a pas une personne qui va te dire j'ai rien appris. On a tous appris le football avec lui. Tous. Parce qu'il t'a vu, ah, toi t'es comme ça. Non, mais tu sais, fais comme ça. Il arrive directement à détecter ce qui te manque. Exactement. Tellement que c'est lui qui disait, lui il est prêt à venir en réserve, lui il n'est pas prêt à venir en réserve. Lui il est prêt à, tu vois. Donc, c'est ça mon combat. Moi, mon combat, c'est ça. C'est en fait mettre. Et c'est pour ça qu'à l'Union, on travaille dans le player care. C'est que nous, on est dans les troupes, on n'a pas eu ça. Il y en a qui sont sortis. Il y en a qui sont moins sortis. Mais moi, je suis un exemple. C'est-à-dire qu'en U13, quand j'arrive, je ne joue pas toute la saison. C'est-à-dire que s'il y a un coach qui décide à ce moment-là de me mettre dehors parce qu'il trouve que je ne suis pas assez bon, il fait une erreur.
Parce qu'en fait, j'avais juste besoin d'un peu de confiance pour montrer que j'étais le meilleur de l'équipe. Attends, l'adaptation, c'est à long terme. Hein. En fait, on est trop aussi exigeant d'un coup. Exactement. On oublie que aujourd'hui, tu peux être moyen, mais demain, tu peux être plus fort que celui qui était plus fort que Exactement, toi. exactement. Passé. Exactement. Et donc, en fait, c'est juste question d'environnement, comment tu mets l'enfant dans les meilleures conditions pour qu'il soit performant à 100%. Ça, c'est mon combat. Et moi, je pense que les meilleures conditions, le terrain, c'est s'il s'est fait la prise à toute sa vie. C'est le dehors qui est important. Et on ne se rend pas compte, mais être professionnel, ça commence dès le plus jeune âge. Ce qui veut dire que dès le plus jeune âge, ces enfants, en fait, 23 heures sur 24, ils doivent être excellents.